Alors imaginez, un pays dont le PIB par habitant est 3 fois supérieur à celui des US. Une île qui a tout pour devenir le pays le plus riche du monde. En 1974, ce pays était même devenu une destination phare pour les milliardaires qui y amenèrent leurs yachts et leurs fêtes. L'argent coule à flot. Pourquoi ? Parce que la petite île d'à peine 21 km² a découvert une poule aux œufs d'or, le phosphate. Et pourtant, 30 ans plus tard, c'est le chaos. Le pays recense le taux d'obésité le plus élevé du monde. Le chômage touche 90% des actifs. L'île s'est transformée en catastrophe écologique. Il est impossible de pêcher quoi que ce soit. Les poissons ne viennent plus et les déchets s'empilent sur terre comme sur mer. Le seul moyen pour ce pays de subsister est de compter sur un approvisionnement mensuel d'eau et de nourriture. Et non, je ne vous parle pas d'un pays théorique, ni même d'une île que j'ai vue dans un film. Je vous parle d'une île bel et bien réelle, l'île de Nauru. Mais qu'a-t-il bien pu arriver pour qu'une île paradisiaque passe d'un succès exponentiel et sans précédent à une faillite totale et sans appel ? Bonjour, je suis François Xavier et aujourd'hui je vais vous parler de l'île de Nauru. Située à 42 km de l'équateur et au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Nauruans sont une population de pêcheurs. Leur île étant trop petite pour y mener une quelconque activité agricole, le peuple avait mis en place des techniques de pêche très sophistiquées. Puis, en 1798, le navigateur John Fern découvre l'île. C'est alors que celle-ci est soumise à l'influence culturelle et religieuse occidentale. Entre 1888 et 1914, l'île tombe sous la tutelle coloniale de l'Allemagne. Puis, de 1914 à son indépendance, en 1968, ce sont les Australiens qui prennent le relais. Bien que l'on peut noter qu'entre 1942 et 1945, dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, l'île est sous l'occupation japonaise. Peuplée de seulement quelques milliers d'habitants, les Nauruans sont rapidement englobés dans la culture occidentale. De plus, des évangélistes chrétiens vont convertir la population. L'île est aujourd'hui très majoritairement protestante. Ce n'est qu'à partir de 1906 que l'on découvre un trésor caché à Nauru, du phosphate pur. Le phosphate, c'est un engrais très prisé et utilisé dans les agricultures, notamment dans celles anglaises et australiennes. C'est ainsi que les Allemands et les Australiens vont tour à tour commencer à puiser les ressources du pays, et ce, à travers des entreprises privées et publiques. Les Nauruans sont alors mis de côté, car non intégrés au système économique mondial. Et ils se retrouvent à tenir des bibliothèques et des écoles pour les étrangers venant puiser le phosphate de leur île. Alors, vous, si vous aviez à votre disposition une ressource qui pourrait vous rapporter des millions, mais que ce n'est que votre voisin qui en profite, que feriez-vous ? Eh bien, vous chercheriez à vous le réapproprier probablement, n'est-ce pas ? C'est ce que firent les Nauruans en 1968. Excédés de voir leur poule aux œufs d'or n'être profitable qu'aux étrangers et États étrangers, la petite île décide de prendre son envol. Et c'est donc le 31 janvier 1968 que Nauru obtient son indépendance et devient la plus petite république au monde. Viennent alors 30 ans de rêve. C'est donc le président Hammer Robert qui prend les rênes. Et son premier geste, mais aussi tous ceux qui suivent après, furent très socialistes. En premier, il nationalise l'extraction de phosphate et donc crée la Nauru Phosphate Corporation. Puis, le gouvernement décide de verser une partie des revenus des mines à ses habitants. Et comme le phosphate, ça rapporte beaucoup, les habitants se retrouvent du jour au lendemain à passer d'un salaire de prof à celui d'un milliardaire. Et ce, sans rien faire, car le travail à la mine est donné non pas aux Nauruans, mais aux immigrés chinois. Et les politiques de Robert ne s'arrêtent pas là. L'eau potable et l'électricité sont désormais offerts aux habitants qui ne payent évidemment plus d'impôts non plus. Ayant toujours trop d'argent à son goût, le gouvernement de l'île fait bâtir un hôpital à la pointe de la technologie de l'époque. Et bien sûr, l'accès y est totalement gratuit. Puis, le gouvernement, toujours en quête de redistribution monétaire, va assurer à chaque foyer nauruan une femme de ménage. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Bref, les Nauruans vivent dans l'opulence la plus grossière qu'il soit. Malheureusement, ça va finir par tuer leur poule aux œufs d'or. Mais je vous raconterai ça un peu plus tard. N'ayant aucune obligation d'aller travailler, la pêche, activité traditionnelle de l'île, se perd peu à peu.
En 1970, le gouvernement décide qu'il n'en fait toujours pas assez pour ses citoyens. Après tout, leur assurer un revenu, l'eau, l'électricité gratuite et une bonne à tout faire, ce n'est évidemment pas assez. Il va donc leur assurer 6 ou 7 voitures par foyer, alors que l'île ne comprend qu'une seule route. C'est plutôt ironique, non ? Ne sachant toujours que faire de l'argent maintenant à disposition et n'ayant aucune éducation financière, les Naurouans, eux, achètent de la technologie de pointe et la changent dès que mieux apparaît. Rapidement, plus rien n'est réparé. Tout est abandonné en bordure de route ou dans la mer. Parce que, après tout, pourquoi s'embêter à réparer quelque chose quand on peut simplement acheter mieux ? Et tant qu'il y avait du phosphate, cette fête continuait. Le seul problème, c'est que le phosphate est une matière première non renouvelable. Lorsque vous épuisez vos stocks, vous n'en avez pas davantage. Et évidemment, ce fait est loin d'être méconnu. Alors, vous devez être en train de penser que, sachant pertinemment que leurs ressources de phosphate allaient tôt ou tard s'épuiser, l'État, visionnaire forcément, a fait des prévisions et pensé à l'avenir. Eh bien, non. Pas du tout. En fait, s'étant habitué à l'opulence excessive qu'apportaient les mines de phosphate, l'État a été peu regardant sur les investissements qu'il effectuait. Du coup, ce dernier a fait des placements complètement aberrants, espérant que leur rente serait suffisante à maintenir leur train de vie post-phosphate. Investissements qui leur ont fait perdre beaucoup d'argent et qui, comme nous pouvons aujourd'hui le voir, n'étaient pas judicieux du tout et n'ont pas amené l'effet escompté. Ce qui veut dire qu'à la fin des années 1990, lorsque le pays a commencé à manquer de phosphate, l'État s'est rapidement trouvé au pied du mur. Et c'est face au ravin que le pays a décidé, pour essayer de garder à flot ce qui restait de l'île, de se plonger dans l'illégalité. Blanchiment d'argent pour les mafias, vente de passeports à tout va, Nauru, pays socialiste, invite volontiers les gens immensément riches et peu scrupuleux à créer des sociétés écrans sur l'île afin d'éviter de payer des taxes dans leur pays d'origine. C'est le chaos et rapidement, Nauru rejoint la liste noire des paradis fiscaux. Afin de s'en extraire, elle met fin à la possibilité de blanchiment d'argent. Mais pas pour autant à son business de vente de passeports qui va encore bon train. Cependant, criblé de tête, le petit pays est obligé de vendre ses biens immobiliers, notamment un immeuble à Melbourne. Or, ça ne couvre pas l'entièreté de sa dette, loin de là. Nauru passe alors deux marchés. Un avec Taïwan, afin de leur vendre la ligne faisant des allers-retours entre l'île et l'Australie, et ce pour 10 millions d'euros. L'île, qui autrefois était milliardaire, se retrouve à devoir vendre ses bijoux de famille pour seulement 10 millions d'euros. Et le deuxième marché conclu est toujours avec Taïwan, un approvisionnement continuel de l'île en eau et en nourriture. Et ce, en échange d'un soutien à l'ONU. Taïwan cherchait à intégrer l'ONU. Et au sein de l'ONU, Nauru a déjà un siège. Du coup, le soutien de l'île lui est très précieux. Nauru décide également de conclure un marché avec l'Australie. L'île abrite une prison pour réfugiés entièrement à disposition de l'Australie. Celle-ci est plus connue sous le nom de la solution pacifique et abrite des immigrants illégaux repêchés sur les côtes australiennes. Dans cette prison, car c'est le mot approprié, les immigrés sont privés de tout droit. Leurs douches sont peu fréquentes et minutées. Et ils ont aussi interdiction de sortir de leurs cellules et se font souvent harasser par les locaux. Cependant, ce marché a fini par prendre fin lorsque ces agissements ont créé une vive polémique en Australie. Bref, le pays est maintenant au fond du trou financièrement et éthiquement. Alors me direz-vous pourquoi les habitants ne reprennent-ils pas leur vie d'antan? Peuple de pêcheurs, il est légitime de se demander pourquoi les Naurouans ne reprennent pas la pêche et leur rythme pré-découverte du phosphate. La réponse est simple, ils ne savent plus. Outre le fait que Nauru soit aujourd'hui le pays avec l'indice d'obésité le plus élevé au monde, 80% de leur population souffre d'obésité morbide, en 30 ans, leur culture a totalement disparu. Vivant dans l'oisiveté et l'opulence, les habitants de l'île ont quasi totalement perdu leur culture ainsi que les techniques de pêche sophistiquées qu'ils avaient mis des millénaires à acquérir. Et si ce n'était pas encore assez, les quelques habitants ayant gardé leur culture ne peuvent pas
aller pêcher. La pollution liée à tous les déchets jetés par les habitants durant ces 30 ans a totalement détruit les coraux. Coraux qui abritaient des milliers d'espèces différentes de poissons. Ceux-ci se sont d'ailleurs éloignés de l'île, les eaux de Nauru étant devenues trop polluées pour que les poissons puissent y vivre. Quant aux magnifiques oiseaux de l'île, eh bien, ceux-ci ont également disparu à cause de la déforestation de masse. Autrefois une île paradisiaque, Nauru est maintenant un désert de cailloux, la terre de l'île ayant été très majoritairement retournée pour y trouver du phosphate. De plus, les montagnes de déchets causées par les habitants ont fait de l'île une décharge. Il est juste de dire que Nauru représente une catastrophe sociologique, écologique et financière. De l'île paradisiaque au dépotoir, cette île est un contre-exemple complet de ce que doit faire un gouvernement. Surtout que, contrairement à Nauru, beaucoup d'autres pays, tels que l'Arabie Saoudite par exemple, qui est le pays le plus riche du monde, s'en sortent très bien, malgré le fait que la majeure partie de leur économie soit basée sur une ressource naturelle insulaire. Et vous, que pensez-vous? Quelles sont les leçons que vous tirez de la chute de Nauru? Quelles sont les leçons que vous tirez de cette île qui a décidément tué la poule aux œufs d'or? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.